Saviez-vous qu'avant les cookies étaient magiques? Avant d'être utilisés sur le web, un magic cookie était un bout d'information qui était stocké puis renvoyé tel quel, sans aucune modification, dans le but de s'identifier de machine en machine. Netscape en a porté le principe sur le web pour en faire le cookie que nous connaissons tous aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs peut-être le concept technique le plus répandu dans la connaissance globale. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de reconnaître une machine et qui rendent le cookie obsolète. Mais alors, quelles applications pour le device fingerprint? Est-ce aussi fiable qu'un cookie? Et surtout, peut-on se passer de ce genre d'identification? Pour répondre à ces questions digitales, je ne reçois pas la chose, mais il s'y connaît en doigt. Antoine, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Antoine, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, alors du coup, moi c'est Antoine Vastel, je suis Head of Research chez Datadome, donc c'est une entreprise qui fait de la détection de bots au sens programme informatique qui font différents types d'attaques. Et donc du coup, je travaille sur le fingerprinting, donc tout ce qui est empreinte de navigateur depuis 6, 7, 8 ans, je sais plus exactement. Et donc ce qu'on verra, c'est qu'à la base, c'était essentiellement utilisé à des fins de tracking, de suivi, en complément du cookie. On verra, parce que du coup, le cookie, c'est quand même plus simple, mais en complément du cookie. Les navigateurs, au fur et à mesure du temps, ont pris différentes contre-mesures. Le web a évolué, et du coup, aujourd'hui, on s'en sert beaucoup plus à des fins de antifraude, sécurité, etc. Du coup, le concept de base du fingerprinting, tu peux nous le définir un peu? En fait, le fingerprinting, il n'y a pas vraiment une définition ultra formelle, mais l'idée, c'est vraiment de combiner différents attributs. Alors, au sens large, donc ça peut être des attributs collectés avec le navigateur, des attributs collectés server-side dans les requêtes HTTP, dans le TLS and shake. Combiner tous ces attributs pour former quelque chose de plus ou moins unique et stable. Alors je dis plus ou moins unique, c'est-à-dire qu'à des fins de tracking, il faut quelque chose de très unique. Il faut aussi que ce soit relativement stable, parce que quelque chose d'unique, mais qui changerait à chaque exécution, c'est pas très utile pour suivre quelqu'un dans le temps. Mais il y a aussi des types de fingerprinting qui n'ont pas besoin d'être uniques à la granularité d'une machine, qui peuvent être uniques pour tous les Windows. Par exemple, l'idée, ça peut être de dire, est-ce que la personne a un vrai Windows? Et donc d'avoir des empreintes de Windows versus des empreintes de Mac, d'iPhone, etc. Donc potentiellement, tu peux avoir une empreinte. Est-ce que du coup, l'idée, c'est d'avoir une empreinte... Attends, comment formuler ma question? Parce que du coup, tu as cette notion de granularité. Est-ce que cette granularité, elle est mouvante? C'est-à-dire que du coup, tu as un fingerprint qui te permet, selon tes requêtes, d'avoir une granularité par device ou de manière spécifique sur un user. Tu vois, est-ce que... ou t'en choisis une et après, t'es bloqué dedans? Je dirais plutôt on choisit, en fait, c'est plutôt la finalité. C'est-à-dire que quand les entreprises veulent faire du tracking, ils vont essayer d'avoir un fingerprint qui est ultra unique et ultra stable dans le temps, ou du moins dont ils peuvent prédire l'évolution, pour se dire, bah voilà, si quelqu'un supprime son cookie, au moins je peux régénérer un identifiant via son fingerprint. Après, par exemple, Google et différentes entreprises, on va dire, d'antifraude utilisent des approches à base de canvas fingerprinting. Google a présenté ça dans un article qui s'appelle Picasso. Et en gros, là, l'idée, c'est pas d'identifier un device en particulier, c'est plutôt de générer en fait des empreintes de navigateur qui sont stables pour un type d'appareil. Donc, c'est une empreinte et on sait qu'elle appartient plutôt à des iPhones qu'à Android. Et donc, ça permet de vérifier que la personne qui prétend être un iPhone est vraiment un iPhone et non, par exemple, un navigateur automatisé qui tourne sur une VM Linux. Mais du coup, je dirais que ça dépend plutôt du cas d'application que, en fait... c'est quelque chose dont on doit décider au moment de créer, on va dire, l'algorithme de fingerprinting. Oui, parce qu'en fait, dans le cas que tu décris, c'est qu'effectivement, tu peux assez facilement modifier ton user agent dans ton header HTTP. Mais donc, l'idée, c'est aussi dans le fingerprint, c'est de réussir à éviter ces paramètres qui peuvent être modifiés par le user pour réussir à savoir vraiment qui il est. Alors,
Ouais, c'est un gros sujet. En gros, il y a pas mal. Les fingerprints, pour expliquer un peu plus avant de répondre à ta question. En gros, au début, je disais que c'était une combinaison d'attributs. Donc, typiquement, ça peut être le user agent, donc savoir qu'en gros, vous êtes sur Mac et Chrome version 110 et que vous avez tel modèle de carte graphique et vous avez 4 cœurs et que vous avez, telle résolution d'écran. Et l'idée, c'est de se dire, en combinant tous ces attributs, d'avoir quelque chose de plus ou moins unique. Alors ça, on pourra en revenir après, mais c'est ça l'idée à la base. Après, bien sûr, tous ces attributs, en fait, ils sont collectés sur la machine de la personne. Donc soit avec du JavaScript, soit via les headers HTTP qui sont envoyés. Et forcément, tout ce qui vient du client-side, en fait, c'est un principe de base en sécurité, ne peut pas être trusté. Donc il y a différentes techniques pour rendre, on va dire, la forge compliquée, mais en effet, c'est vrai que souvent, on essaye de détecter si la personne a modifié ses attributs ou pas. Alors nous, par exemple, on le fait à des fins de sécurité, parce que généralement, c'est pas quelque chose que beaucoup d'humains font, mais il y a des extensions orientées vie privée qui vont proposer des fonctions pour randomiser, par exemple, les user agents, randomiser la liste de plugins. Et donc c'est vrai que souvent, à l'époque, en tout cas, quand on analysait les scripts de fingerprinting, quand j'étais en thèse et que j'ai analysé ça, on voyait bien que certains scripts essayaient de détecter que la personne mentait ou pas. Et donc j'avais écrit un article dessus justement, et le point c'était un peu... En fait, souvent c'est des extensions de navigateurs qui sont très peu populaires quand même. Alors maintenant il y a Brave par exemple qui implémente ça. Il y a Firefox, mais à l'époque c'était des extensions de navigateurs utilisées par 2000, 3000 personnes. Et en fait, souvent ça pouvait s'avérer être plus contre-productif en fait, parce qu'en gros, détecter que quelqu'un avait modifié son empreinte d'une certaine manière, qui était souvent assez unique en fait selon l'extension, ça vous mettait vraiment à part en fait dans l'ensemble de la population. Donc en pensant se cacher, en fait, les gens se révélaient, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, parce qu'en gros, alors j'ai pris l'exemple, je crois, dans l'article, sur une extension de anti-canvas fingerprinting. Donc, alors, le canvas fingerprinting, ça peut être, donc, comme Picasso, je vous expliquais tout à l'heure, ça peut permettre de détecter si la stack graphique est vraiment liée à, je sais pas, un Mac ou un Linux. Mais il y a aussi des gens qui ont proposé des approches pour vraiment avoir des choses uniques par device. Et en gros, certaines extensions rajoutent du bruit, en fait. Et donc, j'avais montré qu'on pouvait extraire, par exemple, dans certaines extensions, la seed, donc, qui permettait de générer le bruit. Et cette seed, donc cette on va dire, graine, était unique et stable pour un utilisateur donné. Donc, en fait, une fois qu'on pouvait inférer ce nombre, en fait, du coup, ça permettait d'isoler un peu plus la personne et ça la rendait paradoxalement plus unique plutôt que le contraire. Ok, marrant, comme quoi, tu penses utiliser un truc qui t'aide et en fait, ça aide les autres, en fait. Parfois, le plus simple, c'est plutôt de se noyer dans la masse. Donc, c'est ce que c'est ce que la plupart des navigateurs ont fait. Alors, qui a initié plus le mouvement? Firefox a proposé pas mal de choses, notamment avec le navigateur de Tor, où l'idée, plutôt que de rendre chacun différent à chaque fois, l'idée, c'était plutôt de se dire, en fait, si tout le monde renvoie la même chose, en fait, ce sera plus discriminant. Ouais, c'est plus utilisable. Et par exemple, là, dernièrement, ce qu'on voit, c'est que tous les navigateurs traditionnels, maintenant, quand on essaie d'accéder à la liste des plugins, bon, il n'y a plus vraiment de plugins en fait maintenant, c'était quelque chose des années 2000-2010, mais maintenant tous les navigateurs, que ce soit Chrome, Firefox, vont retourner en fait la même liste de plugins. Donc, un attribut qui était très discriminant, je me souviens à mes débuts, n'a plus du tout aucune entropie, en fait, ne permet pas du tout de différencier deux personnes. Ouais. Et donc tous les navigateurs se sont mis à faire ce genre de choses, tous les navigateurs mainstream, on va dire. Oui, parce qu'en fait, pour faire un petit peu d'historique, alors, tu pourras me corriger si je dis n'importe quoi, mais moi, j'ai commencé à travailler sur j'ai découvert le fingerprinting il y a plus de 10 ans maintenant, sur une de mes boîtes précédentes, où c'était le début d'une espèce de chasse aux sorcières sur les cookies. C'est là où c'était du coup en 2010, on commençait effectivement à se dire que les cookies, c'était utilisé pour du tracking, que c'était pas bien, qu'il fallait les empêcher, les interdire et compagnie. Et donc, il y a cette tendance du fingerprinting qui a commencé à exploser. Parce qu'à l'époque, on a réalisé que si tu prenais la taille d'un écran, l'OS, le user agent, et effectivement la liste des plugins installés sur un navigateur qui, à l'époque, était quand même retourné très exhaustif par ordre. Ouais, c'était trié par ordre d'installation du plugin, avec une date d'install et une version. Et donc, en fait, statistiquement, la probabilité que deux utilisateurs sur le net aient la même taille d'écran, le même navigateur, la même liste de plugins installés dans le même ordre était quand même assez faible. Donc déjà, avec ça, tu avais un moyen d'avoir une ID assez unique. Et moi, à l'époque, quand j'ai découvert ça, c'était des travaux qui étaient extrêmement poussés par Google, qui forcément s'y intéressait fortement. Ça, c'est une tendance qui a changé aujourd'hui, donc ça a évolué. La liste des plugins, c'est plus utile, tu disais ?
En fait, à l'époque, aux alentours des années 2010, il y avait déjà, c'était l'époque de Flash. C'est-à-dire que Flash pouvait vous donner la liste des polices d'écriture installées, etc. Enfin, on pouvait vraiment tout obtenir avec Flash. C'est aussi l'époque où ils ont créé EverCookie. En fait, l'idée, c'était vraiment de trouver tous les moyens de recréer un cookie s'il avait été supprimé. Donc, en stockant avec Flash, avec ActiveX, enfin bref, toutes les technos de l'époque. Et à l'époque, oui, voilà, c'était vraiment facile d'obtenir tout et n'importe quoi sur l'appareil, en fait, sur l'utilisateur. Maintenant, il n'y a plus Flash, c'est vraiment que du JavaScript. La plupart des navigateurs prennent en compte, en fait, prennent en compte le côté privacy dans chaque nouvelle API. C'est-à-dire que chaque nouvelle API, maintenant, si on regarde des pull requests sur Chromium, etc., ils vont prendre en compte l'aspect privacy. Est-ce que ça leak beaucoup d'informations sur l'utilisateur? Est-ce que ça pourrait être utilisé à des fins de fingerprinting? Et du coup, maintenant, par exemple, la liste des plugins, c'est complètement inutile. Il n'y a plus Flash. On peut plus obtenir la liste des fontes. Alors, on peut essayer d'inférer la présence d'une police d'écriture en testant, en écrivant et en observant des effets de bord. Mais même ça, il y a beaucoup de contre-mesures. Et donc, du coup, la surface de fingerprinting des navigateurs a vraiment chuté au point que, pour moi, en tout cas, à l'époque, oui, c'était un bon complément pour traquer, pour recréer des cookies, en fait, parce que cookie, c'est super pratique. C'est-à-dire qu'on a un identifiant, c'est déterministe, c'est rapide. Dans le cas où il était supprimé, on pouvait essayer de le recréer pour ne pas perdre tout l'historique, on va dire, accumulé sur la personne. Maintenant, honnêtement, c'est assez compliqué quand même d'avoir un identifiant assez fiable. Et tant mieux, d'ailleurs, c'est pas... si on a mis des contre-mesures sur les cookies, l'idée, c'était pas d'ouvrir une autre porte, en fait. Ouais. T'évoquais du coup l'analyse des fontes, la présence des fontes. En quoi est-ce que ça peut ou ça pouvait permettre de... Pareil, en fait, selon les logiciels installés, je pense pas Skype, je pense à un TeamSpeak, ce genre de choses. En fait, voilà, certains logiciels viennent avec leur propre fonte. Et donc, du coup, quand c'était possible d'avoir la liste exacte de police d'écriture, comme la liste des plugins avec l'ordre d'installation, etc., c'est super discriminant. Donc, en combinant la liste des plugins que tu évoquais tout à l'heure, la list des polices d'écriture, etc., à la fin, c'était vraiment ultra unique, quoi. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la philosophie derrière le fingerprint? Alors, avant d'évoquer le pourquoi est-ce qu'on le fait, si c'est plus utile dans des vertus, dans des objectifs plutôt de tracking, est-ce que c'est encore d'essayer de collecter le maximum d'informations pour avoir du coup quelque chose tu as plus de chances d'avoir quelque chose de discriminant, ou c'est d'avoir une info précise qui te permet de... Je dirais ça dépend vraiment des use cases, en gros, parce que du coup, certaines entreprises essaieront d'avoir quelque chose de plus unique possible pour essayer de régénérer des identifiants. On entend beaucoup moins parler qu'à l'époque. Je me souviens quand j'avais commencé ma thèse, ou même en stage avant, on voyait beaucoup d'entreprises qui promettaient justement recréer les cookies, etc. Maintenant, on voit plus vraiment d'entreprises promettant ça. Alors je sais pas si c'est parce que c'est plus... Selon moi, c'est plus vraiment possible d'avoir quelque chose de fiable. Alors après, est-ce que le disent plus parce que c'est plus possible techniquement, ou parce qu'en fait, de toute façon, d'un point de vue RGPD, c'est trop risqué de clamer haut et fort? Et pour moi, ça va vraiment dépendre du use case. Par exemple, même si on prend le cas de la sécurité, selon ce qu'on veut faire dans un contexte de sécurité, il y a des cas complètement légitimes où on voudra une empreinte ultra unique. Je pense par exemple si on sert au fingerprinting en tant que deuxième facteur d'authentification. C'est bien d'avoir un deuxième facteur, de recevoir un SMS ou une appli pour générer un code. Mais c'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas forcément ultra facile de s'enrôler sur ce genre de mécanisme. Et donc avoir une sorte de mécanisme de 2FA un peu faible, où on utilise l'empreinte de navigateur en fait comme une sorte de signature de la personne, c'est quand même très pratique. Et donc savoir que moi j'ai tel type d'ordinateur, telle résolution d'écran, et que le jour où quelqu'un se connecte avec un ordinateur qui a l'air à peu près similaire, mais finalement la résolution d'écran est différente, donc on va m'envoyer un SMS, ça permet 99% du temps de ne pas me déranger, si j'ai le cookie et ou si l'IP, le pays, etc. Est similaire. Mais le jour où on va dire que le device change trop sur des caractéristiques, on n'est pas forcément censé changer, de fuseau horaire trop souvent, ou ça peut être légitime de rechallenger l'utilisateur. Ça permet d'avoir un bon compromis sécurité et utilisabilité. Donc c'est par exemple pour pas du coup demander un 2FA à chaque identification. C'est ça. Mais uniquement quand tu sens qu'il y a un truc un peu louche, quoi. Ça,
par exemple, quand on détecte un nouveau device, alors parfois, je sais pas si on prend l'exemple de Facebook, ils vont vous dire quelqu'un s'est connecté récemment depuis tel user agent. Eux, derrière, ils ont probablement des systèmes un peu plus poussés que le user agent. Ils nous exposent le user agent pour que les gens comprennent que c'était un Mac ou un Windows et se rendent compte si c'est eux ou pas. Mais ça permet de moins challenger à chaque fois l'utilisateur si on est plutôt confiant sur l'IP, le pays et le device utilisé. Ok. Et alors, donc, du coup, ça se fait avec... Aujourd'hui, donc, le fingerprinting, ça se fait avec beaucoup d'informations, ou au final, tu n'as plus beaucoup d'informations à disposition, et donc il faut passer par des contournements. Je dirais beaucoup d'informations, mais l'information peut avoir changé. En gros, on peut collecter beaucoup d'informations pour s'assurer que l'information qu'on collecte est correcte. Parce qu'en gros, quand c'est utilisé dans un contexte de sécurité, ça vient du client-side, on sait que les attaquants vont essayer de mentir. Il y a des marketplaces comme Genesis qui revendent des credentials avec des fingerprints. Ils ont un logiciel qui permet, et une extension de navigateur qui permet par exemple d'appliquer le fingerprint pour qu'il soit cohérent avec celui de la victime dont on a volé les credentials. Souvent, c'est au moment du phishing, ils vont collecter les credentials et l'empreinte de navigateur qui va avec. L'idée, du coup, dans un contexte de sécurité, ça va être de collecter toutes les informations, on va dire, qui concernent le device, mais de collecter d'autres informations qui vont servir à vérifier si les signaux sont cohérents. Donc, je sais pas, par exemple, si quelqu'un prétend être avoir telle résolution d'écran, l'idée, ça va peut-être être d'exécuter un challenge JavaScript qui va dessiner des opérations, faire diverses choses, et vérifier en fait si finalement la résolution d'écran qu'il prétend avoir est cohérente avec les résultats de cet autre test. Donc du coup, c'est un peu... on va avoir des signaux qui fournissent des infos sur le device et d'autres signaux qui ont vocation à détecter si la personne a modifié son empreinte, en fait. Donc c'est un peu deux catégories différentes. Donc on est vraiment plus sur des usages aujourd'hui d'analyse, de vérification en fait d'une personne versus ce qu'elle prétend être, c'est ça? Ouais, une personne, alors ça peut être un agent qui se connecte. C'est ça, ouais, ça peut être une personne ou un agent. En gros, est-ce que un client HTTP qui fait une requête, est-ce que c'est un navigateur ou est-ce que c'est la même personne que d'habitude qui se connecte avec ses credentials, quoi. Okay. Parce que du coup, la vocation de remplacer le cookie, c'est un truc qui a complètement disparu. Parce que tu vois, pourtant, tu dis qu'avec les navigateurs, se sont effectivement beaucoup sécurisés, et c'est effectivement une bonne chose. Mais tu vois, je pensais qu'avec l'arrivée de WebAssembly, alors certes, on n'est pas sur du Flash, mais tu vois, je me suis dit peut-être qu'il y avait avec le HTML5, peut-être qu'il y a des capacités en plus qui permettent au final de l'utiliser pour du fingerprinting de manière assez maligne. Alors, il y a des nouvelles API, bien sûr, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, les nouvelles API, quand elles sont designées maintenant, ils prennent vraiment en compte l'aspect fingerprintabilité. Enfin, c'est vraiment un terme employé dans les documents de design des API, que ce soit Chromium, Firefox, Safari, ont leur mot à dire. Alors, peut-être que certains ont plus leur mot à dire et sont plus intéressés dans l'aspect vie privée. Mais du coup, c'est assez compliqué maintenant. Puis, il y a quand même l'aspect légal, en fait. En gros, bon, je suis pas juriste, mais du coup, en fait, RGPD ou toutes les lois, on va dire, qui forcent les entreprises à respecter la vie privée de leurs utilisateurs, elles se focalisent pas sur les cookies. En fait, souvent, c'est un abus de langage. On parle de cookies, mais en fait, c'est un mécanisme permettant de traquer les gens. Et donc, du coup, se dire, non, mais moi, c'est bon, j'utilise pas de cookies, donc je peux traquer de manière différente. En fait, c'est pas ça l'idée. La loi, elle se focalise pas sur le cookie, elle se focalise en fait sur le consentement de l'utilisateur pour le traquer. Et du coup, Donc du coup, je dirais il y a l'aspect légal quand même qui maintenant limite les capacités des entreprises à traquer les utilisateurs sans leur consentement. Et puis je pense vraiment que c'est compliqué. Il y a beaucoup moins d'attributs qui font, on va dire, qui rendent une personne unique. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Ouais. Et est-ce qu'au final, c'est encore... oui, si tu me diras, dans des objectifs de marketing, c'est quand même utile. Ce serait utile en tout cas d'avoir un identifiant unique, mais... Beaucoup aimeraient, beaucoup aimeraient, et beaucoup d'entreprises ont souffert quand Apple a vraiment interdit, récemment avec sa mise à jour, récemment, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais vraiment en forçant plutôt le opt-in de l'utilisateur pour dire voilà, est-ce que je veux être traqué ? Et on sait que oui, bien sûr, pouvoir suivre un utilisateur de manière fiable dans le temps, ça permet de proposer de la publicité ciblée, de la vendre plus cher. Donc beaucoup de gens aimeraient continuer à le faire, mais l'idée justement de toutes ces contre-mesures, c'est que ce soit plus possible. Ouais. Sur un autre registre, mais assez proche quand même, j'ai reçu il y a quelque temps, alors j'ai plus le numéro de l'épisode en tête, Olivier qui travaillait à l'époque sur une solution d'analyse du mouvement de foule basée sur le Wi-Fi. Donc utile dans les aéroports et les centres commerciaux par exemple.
Parce qu'en fait, quand tu te balades avec ton téléphone, avec le Wi-Fi allumé, en fait, il cherche en permanence, non-stop, un réseau Wi-Fi. Et la mécanique, c'est qu'en fait, il va pinguer toutes les antennes. Enfin, il envoie un signal Wi-Fi que plein d'antennes Wi-Fi réceptionnent. Et donc, en fait, avec des antennes Wi-Fi suffisamment bien installées dans un grand espace public, tu peux voir en fonction de la force du signal sur chaque antenne où est la personne et comment se déplace la personne. Donc, la personne ne fait rien, tu vois, mais en fait, elle te pinguait du coup avec son adresse MAC, qui est quand même relativement unique. Et du coup, tu pouvais tracer les gens en fait de manière assez précise dans des lieux publics. Et il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, Apple maintenant, ils font un système où justement, quand tu pingues des réseaux Wi-Fi, ils masquent ton adresse MAC avec une adresse MAC factice à chaque fois que tu envoies ton ping, pour pas que notamment ces systèmes-là Et donc on en parlait notamment avec Olivier de comment est-ce qu'ils gèrent aujourd'hui ce genre de device qui sont uniques. Et en fait, ils ont des systèmes de machine learning qui vont réussir en fait à regrouper des devices qui a priori sont des devices Apple avec des adresses MAC complètement random à chaque fois, mais en fonction des parcours, tu vois, ils arrivent du coup à déterminer a priori tous ces pings-là, même si l'adresse est différente, a priori c'est la même personne parce que le chemin est cohérent. Enfin, tu vois, c'est quand même assez... Il y a une ingéniosité dans le tracking qui est partout en fait. C'est ça, c'est un sujet, c'est un peu le chat et la souris, quoi. Ça veut dire que voilà, il y a une contre-mesure qui est mise en place. Les personnes de l'autre côté, s'il y a suffisamment d'intérêt économique, vont essayer de trouver une contre-mesure. Après, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi des fins plus positives. Hein. Par exemple, j'ai des anciens collègues qui travaillent sur la géolocalisation indoor, en fait, typiquement dans des gros bâtiments, dans les écoles, etc. C'est quand même aussi pratique de pouvoir... on aime tous Google Maps quand on est dehors, et c'est vrai que parfois on est dans des gros bâtiments et c'est pratique. Après, oui. Et puis, alors, ce qui est appliqué à Olivier, c'est que quand il parle de ce tracking dans les aéroports ou les centres commerciaux, le but, c'est pas savoir est-ce que quelqu'un est allé dans telle boutique, c'est voir en fait les mouvements de foule ouais. Et voir du coup est-ce qu'il y a des endroits où les gens sont tout le temps arrêtés ou si les gens, tu vois, c'est aussi une vocation de trafic et d'amélioration du trafic, même en tant que piéton, quoi. Ouais, voilà, là, il y a la question. C'est vrai que du coup, faire des statistiques agrégées, c'est un peu moins invasif que des statistiques individuelles. C'est vrai. C'est ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise comme données dans le fingerprinting ? Qu'est-ce qui est utilisable ? Qu'est-ce qui est utilisable ? Du coup, toujours le JavaScript. Hein. Alors, au niveau JavaScript, il va y avoir toujours des informations, par exemple, sur la taille de l'écran. Taille de l'écran, liste des plugins, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Ça peut être des informations sur le modèle de GPU. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez un NVIDIA ? Est-ce que vous avez autre chose ? Ça peut être des informations sur la time zone, les langues de l'utilisateur. Ça peut être... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La mémoire de l'appareil, le nombre de cœurs. Et après, ça peut être plutôt des... Donc ça, c'est des attributs assez statiques, c'est assez simple. On appelle une API en JS, ça nous retourne une string, ou un nombre, très bien. Et après, ça va être pas mal de challenge, un peu des sortes de bouts de code à exécuter, qui vont à la fin retourner des valeurs qui peuvent sembler un peu étranges, mais derrière, un modèle de machine learning, par exemple, peut être capable d'inférer que cette valeur elle est plus ou moins stable selon le device, et donc du coup voilà, donc par exemple je pense à des red pills, donc ça va être l'idée d'une red pill, c'est en référence à Matrix en fait, pour savoir si on est dans une simulation ou pas, et donc en gros l'idée d'une red pill, ça va être en gros c'est un ensemble de codes, ça peut être fait des multiplications, des divisions, essaye de stocker des choses dans la mémoire du navigateur, et l'idée ça va être de répéter cette opération un certain nombre de fois pour savoir si à la fin, en gros, du coup, la personne s'exécute dans une machine virtuelle ou elle est sur un vrai PC, on va dire, physique, quoi. Ok. Parce que du coup, les paramètres que tu décris, ça, c'est des paramètres qui sont très liés au device de manière très, très globale. En 2007, quand l'iPhone est sorti, à l'époque, il y avait pléthore d'appareils différents, il y avait une espèce de tendance où les gens se construisaient leur PC eux-mêmes. Donc effectivement, tu avais des appareils qui pouvaient être très différents. 10 ans plus tard, Apple a un peu posé le game on a 3-4 devices par constructeur. Les gens les modifient très peu. Tu vois, là, j'ai un Mac en face de moi, je ne l'ai jamais ouvert. Donc j'ai une config qui est similaire à la config de plein d'autres Mac à travers le monde. C'est en taille d'écran, processeur, mémoire et compagnie. Comment est-ce que ces paramètres peuvent être encore
suffisamment unique. Enfin, tu vois, pour pouvoir dire, ça c'est ma machine, alors que tu vois, chez Cosa Vostra, qui est juste à côté, là, t'as une 50aine de personnes qui ont quasiment tous le même ordi, quoi. D'où mon point en fait sur le fait que c'est probable, enfin pour moi c'est plus possible vraiment de manière fiable. Bien sûr, en fait paradoxalement des gens qui sont pro vie privée, qui vont peut-être surmodifier leur machine, avoir des extensions avec des effets de bord vraiment étranges, ces gens-là ont paradoxalement plus de chances en fait d'être identifiables dans le sens où tous ces effets de bord, pas grand monde les a dans la population générale, mais les Mac, même à l'époque où j'avais commencé ma thèse, c'était déjà une question qui revenait souvent, c'est que globalement un iPhone ou un Mac, le hardware est standard, la résolution d'écran, j'ai le même Mac que toi dans mon sac. Je veux dire, on a probablement une empreinte de navigateur qui est la même. Peut-être que ma liste de langues, à la limite, est différente, mais enfin bon, ça se joue pas à grand-chose. Et donc, en effet, c'est plus ultra fiable. Après, du coup, selon le use case, c'est plus ou moins gênant. C'est vrai que, par exemple, pour l'authentification, du coup... Est-ce que les gens sur Mac sont peut-être moins protégés parce que du coup si un attaquant a un Mac il peut forger son empreinte, d'où l'intérêt, voilà, c'est un renfort de sécurité, mais ça remplace pas par exemple des mécanismes d'authentification, je sais pas, par exemple le SMS ou l'appli Google Auth pour générer des codes. Mais alors du coup comment est-ce que tu fais pour justement te distinguer deux devices ou 10 000 devices, parce que j'imagine que la problématique est à peu près la même, qui sont identiques mais qui sont pas la même personne? Ça dépend quelle fin. Je dirais le cookie. C'est pour ça qu'il y a encore le cookie, quoi. Si on a besoin de dire tel utilisateur est logué, du coup on va utiliser un cookie. Mais si on se disait demain on arrête le cookie et toute l'authentification est gérée avec du fingerprint, il y aurait tellement de collisions que du coup voilà. Donc le cookie a encore des beaux jours devant lui. Le cookie a des beaux jours devant lui. Alors après ça dépend. Ça dépend pourquoi. En gros, le cookie, c'est nécessaire, je veux dire, rien que pour les fonctionnalités d'authentification ou éviter en permanence de redemander des préférences, etc. Après, pour des fins de tracking, je dirais que c'est plutôt un choix, on va dire, soit de société ou, je sais pas... voilà. Est-ce qu'on a envie de pouvoir se faire traquer en permanence ? Ça, c'est une question, je pense que la plupart des gens diront non. Voilà, mais après... Pour les questions d'authentification, c'est carrément nécessaire. Je veux dire, pour l'instant, c'est compliqué de se dire qu'on va remplacer l'authentification avec d'autres mécanismes, pour la population générale en tout cas. Donc aujourd'hui, de ce que je comprends, le fingerprint du coup va moins permettre de rendre unique un accès, mais va surtout permettre de voir le delta entre deux accès entre guillemets d'un même utilisateur. Et voir du coup s'il y a une incohérence, une inconsistance entre les deux connexions. Alors il y a ça, et après il y a le côté tout ce qui est fraude, parce qu'il faut se dire quand on fait de la fraude, soit on voit petit, on fait ça à la main, mais généralement je pense que les gens prennent assez vite goût à l'argent, et donc au bout d'un moment on a envie un peu de scaler son opération de fraude. Comment on scale sa fraude ? En faisant des bots, on peut appeler ça bot, ou là je vais écrire un programme qui me permet d'automatiser mon process de fraude. Et du coup, si je fais un bot, j'ai plusieurs manières de le faire. Alors ça peut être soit avec un script Python qui va faire des requêtes HTTP qui n'exécuterait pas de JS, soit je vais prendre un navigateur headless et du coup je vais essayer d'automatiser différentes opérations, forger des mouvements de souris, etc. Et du coup l'idée là, ça va être de détecter est-ce que en fait la personne qui se connecte est humaine ou est-ce que c'est un programme. Et là du coup on peut se servir de challenge de fingerprinting parce que les frameworks d'automatisation, style Puppeteer, Selenium, etc., ont souvent des effets de bord. Et donc, ça va être des challenges de fingerprinting qui cherchent plutôt à détecter des effets de bord de ces frameworks ou des effets de bord liés au fait que les attaquants vont souvent vouloir mentir sur certains attributs. Je sais pas, demain, je fais une grosse opération de création de faux comptes. Je suis sur Linux, parce que voilà, je sais pas, j'ai loué un VPS ou 10 VPS, j'en sais rien. J'ai pas envie de dire que je suis sur Linux parce que c'est un peu suspect si d'un seul coup on se retrouve à avoir 150 000 créations de faux comptes, ou de comptes en tout cas, depuis Linux. Donc je vais dire, là je suis Chrome sous Windows, là je suis Safari sur Mac, je vais un peu diversifier. Et c'est à ces moments-là où du coup ça peut, en essayant de diversifier un peu ses identités, l'attaquant peut introduire des incohérences, et c'est ce genre d'incohérences qu'on va essayer de détecter, ou les frameworks d'automatisation du coup. Ok. Mais donc du coup, on est rentré dans une logique d'attaquant et donc de protection. Et donc en fait, vous rentrez dans un jeu du chat et de la souris. Donc on est vraiment complètement sorti du domaine marketing que moi j'avais rencontré il y a 10 ans avec le fingerprinting. On est vraiment aujourd'hui
principalement avec le fingerprint dans une notion du coup de sécurité. Donc il y a un jeu de chat et la souris avec des attaquants. Souvent, maintenant, honnêtement, les entreprises qui utilisent du fingerprinting... Alors après, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent du fingerprinting, des scripts open source. Qu'est-ce qu'elles en font derrière? Ça, c'est compliqué de savoir, parce que le script open source, donc du coup, après, une fois que les données sont collectées, chacun en fait un peu ce qu'il veut. Mais en tout cas, les entreprises qui utilisent beaucoup le fingerprinting, maintenant, c'est beaucoup des entreprises dans la fraude. Ça peut être, par exemple, dans des cas de fraude plus manuels, ça peut être de voir s'il n'y a pas des devices récurrents qui ont tendance à refaire beaucoup de retours de produits, etc. Mais sinon, ça va être beaucoup de boîtes anti-bots qui vont essayer de détecter, ou des fournisseurs d'authentification qui vont essayer de détecter si la personne qui se connecte est humaine ou si la personne qui se connecte a le même fingerprint que la personne qui s'était connectée avant avec ce compte-là, quoi. Dans les paramètres que tu évoques, il y a une notion très, très statique lié à la machine, à l'appareil sur lequel tu es ou à l'endroit où tu es, où tu te connectes. Est-ce qu'il y a aussi des notions liées au comportement d'un individu, la vitesse à laquelle il va taper, un type de faute de frappe ou ce genre de choses? Alors ouais, c'est intéressant. Alors du coup, dans les articles de recherche, souvent ils sont assez puristes sur la notion de fingerprint. Ça va être vraiment un ensemble d'attributs qu'on peut combiner, un peu statique. Mais de manière générale, toutes les entreprises qui font de la lutte contre la fraude, nous, ce qu'on fait, mais on n'est pas les seuls, on va collecter des données sur les mouvements de souris, la vitesse de frappe, etc. Alors de manière anonymisée, hein, l'idée c'est pas de faire un keylogger ambulant. Mais alors, soit ça peut être, encore une fois, pour voir si la personne qui... frappe le fait de la même manière que la personne qui s'était connectée avant et à qui appartient le compte, mais sinon ça peut être un navigateur un Puppeteer automatisé, Headless Chrome automatisé avec Puppeteer. Quelqu'un va utiliser l'API mise à disposition pour bouger la souris, par défaut ça va bouger en ligne droite, l'écart type entre chaque mouvement de souris sera nul, alors qu'un humain il y aura un comportement un peu plus erratique. Donc c'est le genre de signaux qui peuvent être utilisés. Parce qu'aujourd'hui, ces frameworks type Puppeteer et autres, ils n'arrivent pas encore à contourner ces principes-là? Si, c'est vraiment un jeu de chat et la souris. C'est-à-dire que Puppeteer, c'est un framework à la base qui a plutôt été développé pour faire du test et qui a été couplé à Google, à Chrome Headless. Et donc, c'est pas forcément fait pour créer des bots de scrapping ou pour voler des comptes, mais dans les faits, ça le fait très bien. Le jour où c'est arrivé, je me souviens, je venais de commencer à bosser sur les bots et à l'époque, il fallait utiliser PhantomJS qui était un WebKit modifié. Il y avait 45 000 signaux qui montraient que c'était pas un vrai Safari, quoi. Donc, c'était très facile à détecter et c'était pas du tout réaliste avec un vrai navigateur. La moitié des API n'existaient pas. Maintenant, suite à ça, les gens ont eu un navigateur qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au vrai Chrome. Là, Google va réaliser une nouvelle version de Google Chrome qui est vraiment, en fait, de Chrome LS, qui est vraiment le vrai Chrome, en fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était deux codebases différentes dans Chromium. Là, ça commence à être disponible. Et du coup, en mettant un nouvel argument, on a vraiment Headless Chrome qui est Chrome. C'est la même chose. Donc après, les attaquants qui utilisent Puppeteer pour bouger leur souris, soit ils le font de manière naïve et du coup ils utilisent l'API un peu en mode bourrin et du coup oui ça se détecte. Mais après il y a pas mal de frameworks qui sont compatibles avec Puppeteer. Je pense par exemple Puppeteer Extra Stealth qui a une myriade de fonctionnalités qui permet par exemple de forger des captchas, de forger plein d'attributs régulièrement utilisés pour du fingerprinting. Et d'autres librairies qui sont compatibles avec ces frameworks-là, qui permettent de bouger les souris de manière un peu plus réaliste, plutôt que d'aller en ligne droite, qui vont faire une courbe de Bézier, etc. Ouais. Oui, parce que j'avais vu que la case à cocher de Google, je ne suis pas un robot, en fait, il y a effectivement une analyse assez forte. On est en fait assez proche du device fingerprint sur ce genre de techno. Alors oui, il collecte probablement, il collecte des informations sur le navigateur, les mouvements de souris, etc. Après Google, quand même, il y a pas mal de chercheurs qui avaient fait des analyses parce que c'est un peu une black box. Après, comme tout système anti-fraude, forcément, c'est normal de pas trop en dire, surtout à l'échelle de Google. Mais ce que les chercheurs avaient montré, c'était que la plupart du temps, en gros, la difficulté du challenge et la probabilité de se faire challenger, c'est-à-dire que par défaut, on peut très bien avoir juste la case à cocher. Mais dans certains cas, on peut avoir 45 images de pompe à eau, ou je sais plus, pompe incendie ou feu de trafic. Et en gros, souvent, c'est corrélé au cookie Google. C'est-à-dire que plus on a un cookie Google qui est âgé, moins on a de chances de faire challenger. C'est vrai que quelqu'un qui a un compte Gmail qui existe depuis 5 ans, qui n'a jamais été flagué négativement,
ce cookie, il a probablement très peu de chances de se prendre une captcha compliquée versus quelqu'un qui est sur Firefox en navigation privée. Là, je pense qu'il va passer sa journée à passer de la captcha Google, quoi. Okay. Donc, il y a une vraie analyse du coup comportementale qui est faite. Je reviens en fingerprint, je ne parle pas vraiment de la checkbox Google. Le but, c'est vraiment d'analyser aussi en fait, un comportement humain avec toutes ces failles. Là, c'est vraiment mon opinion, mais quand on fait de la lutte anti-bot ou lutte anti-fraude, en gros, l'idée, c'est d'avoir un système de détection en couche, quoi. Il n'y a aucune approche qui est parfaite. Je veux dire, il n'y a aucune approche où on peut garantir à 100% que ça détectera tout. L'idée, c'est vraiment de multiplier en fait, les contrôles, rajouter de la redondance pour rendre ça de plus en plus compliqué et coûteux à un attaquant, le forcer à s'adapter en permanence. Et donc, le fingerprinting, c'est une technique. On va collecter des informations sur la taille de l'écran, le GPU, etc. Des signaux liés au framework d'automatisation, bien suivre comment ces frameworks évoluent pour être sûr de les détecter. Mais après, derrière, il y a tout ce qui est partie comportementale. Donc ça peut être le comportement client-side, donc les mouvements de souris, la vitesse de frappe, mais aussi la manière de naviguer sur le site. Là, c'est vraiment server-side, donc on va récupérer les requêtes HTTP. Et on peut voir, je sais pas, quelque chose. Est-ce que quelqu'un... avant de faire un add to cart, est-ce que quelqu'un a au moins vu une autre page, quoi? Faire un add to cart en première requête, c'est légèrement suspect. Bon, idem sur du paiement. Donc c'est une autre partie. Et après, il y a vraiment la partie réputationnelle. Donc là, les réputations, on peut en calculer de plein de types. Ça peut être IP, ça peut être session, ça peut être... Est-ce que l'IP est un proxy? Qu'est-ce qu'elle a fait chez d'autres sites qui sont protégés, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de tout combiner pour avoir le plus en fait, de résilience, en fait, parce que les attaquants, faut pas être naïf, ils vont vraiment chercher à forger leur fingerprint, chercher à forger leur mouvement de souris, chercher à avoir les IP les plus propres possibles. Mais l'idée, c'est malgré tout ça, il faut quand même protéger le login, par exemple. Donc comment on fait? On va essayer de stacker tous ces signaux-là pour vraiment rendre la tâche de plus en plus compliquée pour les attaquants. Il y a quelque chose qui m'étonne du coup dans ce que tu racontes, parce que donc tu nous disais que le cookie a encore de beaux jours devant lui, parce que c'est une techno effectivement très simple, et c'est vrai que le fait d'avoir une chaîne de caractères où tu peux mettre ce que tu veux et on te la renvoie telle quelle, c'est effectivement très très pratique. Mais donc tu nous dis aussi que le fingerprinting est surtout utilisé dans une notion de sécurité, de validation d'un accès. Et du coup, pourtant, dans ce contexte-là, j'aurais tendance à dire que le cookie, c'est peut-être là où il y a le moins de pérennité, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus facile à falsifier qu'un cookie, parce qu'un cookie, c'est juste un fichier texte bête et méchant, quoi. Après, ça dépend le type de cookie. C'est-à-dire qu'un cookie, on peut le signer. C'est-à-dire, nous, typiquement, chez Datadome, on a un cookie qui nous permet de savoir, d'avoir une information sur la session de l'utilisateur. Et donc, du coup, les cookies peuvent être chiffrés. Et donc, du coup, la personne a une string dans son navigateur, mais elle ne peut pas la modifier. Et si elle la modifie, on peut détecter que la personne a... du coup, ça ne se déchiffre plus correctement. Ouais. Et donc, du coup... oui, mais c'est facile à répliquer. Tu vois, une chaîne de caractères, tu peux... Si quelqu'un arrive à la voler... Oui, il faut qu'il ait la clé pour chiffrer. En fait, c'est-à-dire que, admettons, mais demain n'importe quel site, en fait, ça va être le principe quand on authentifie quelqu'un. En fait, en gros, on peut signer quelque chose server-side avec un secret qu'on ne doit jamais révéler. Et donc, du coup, on la renvoie au client qui doit nous la renvoyer on va dire, à chaque requête. Dans ce cookie, on peut encoder des informations sur le user ID, etc. Mais comme c'est signé, en fait, si quelqu'un s'amuse à changer le cookie, je sais pas, en disant XBZ DF, j'en sais rien, quand ça va arriver côté serveur, on va le déchiffrer avec la clé et on va bien se rendre compte que c'est pas un cookie valide. Donc un attaquant qui essaierait de forger un cookie, en fait, il serait directement détecté parce qu'il envoie une chaîne de caractères qui n'a pas de sens, en fait. Et du coup, on suppose que quelqu'un qui a la capacité de copier le cookie d'un autre, il a au final un niveau de ressources qui est déjà très élevé, donc on est sur un niveau d'attaque au-delà. Parce que tu vois, on pourrait dire un cookie, c'est facile à copier. C'est un fichier texte, donc en soi, si j'ai accès à la machine de la victime, en tant qu'attaquant, je peux facilement récupérer le cookie et faire ce que je veux après. Oui. Mais ça veut dire que j'ai accès à la machine. Donc, oui, voilà, donc là, la personne a des soucis, mais c'est vrai que oui, par exemple, s'il y a une faille XSS sur le site et que la personne s'amuse à lire le cookie, à l'exfiltrer pour après se reconnecter à la place de la personne, c'est sûr que là, du coup, la personne est dans une situation assez... pas très bien, quoi, mais bon, c'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un a accès peut exécuter du code sur la machine, peut lire les cookies, alors après, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de sites qui mettent...
qui mettent en place des contre-mesures pour justement, si les cookies sont volés, s'assurer que malgré tout, même si la personne a un cookie d'authentification, est-ce que c'est la même personne? Mais c'est compliqué à faire parce qu'en fait, souvent on entend des choses, si un cookie est sur plusieurs IP, on bloque. Mais je veux dire, la plupart des gens, à un instant T, ont une session qui voyage sur différentes IP, quand vous êtes sur mobile, quand vous êtes dans le train, sur des IP d'entreprise. Les IP sont aussi partagées, en fait, donc c'est quand même des choses compliquées à vérifier. Ouais, carrément. Dans quelle mesure est-ce que tu peux nous partager un truc malin que tu as réussi à utiliser pour identifier, pour améliorer l'unicité d'une machine ou identifier un comportement suspect Parce que tu vois, au final, moi, le jour où j'ai découvert le fingerprint, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Il y a quand même il y a quand même une équipe qui a réussi à voir qu'on avait que le navigateur il te renvoyait une liste des plugins par ordre d'installation et que du coup, en fait, ils ont réussi à enfin, tu vois, j'ai trouvé l'idée maligne, en fait. Est-ce que toi aussi, tu as eu ce genre de petit truc où tu t'es dit, tiens, j'ai réussi à installer ça et, Pour augmenter l'unicité, je n'étais pas trop... j'ai pas particulièrement cherché à augmenter l'unicité, j'étais plutôt comprendre comment protéger à la limite. Après, de manière générale, moi c'est plutôt comment détecter, on va dire, les choses, c'est plutôt comment détecter que quelqu'un a modifié son empreinte, ma recherche. Il y a un peu des manières de faire, il y a des manières un peu récurrentes, c'est un peu une escalade en fait on va dire dans le cache-cache, donc c'est plutôt... je sais pas, quelqu'un, au début c'est assez simple, donc on veut détecter que quelqu'un a modifié une fonction native, donc dans le navigateur, quand on veut voir si une fonction est native, on prend cette fonction et on regarde fonction.toString, enfin le nom de la fonction.toString. Et la plupart des navigateurs, tous les navigateurs en fait même vont envoyer une string qui est standard selon le navigateur avec le nom de la fonction et crochet native code. Bon, les attaquants ont vite compris du coup que, nous, ou les boîtes anti-bot détectaient si les fonctions retournaient bien ça. Donc l'étape d'après, en JavaScript, c'est merveilleux, on peut tout réécrire dans le navigateur. Donc du coup, les attaquants se sont mis à réécrire le toString des fonctions, en disant, mais alors là, du coup, pour arrêter de me faire attraper, on va dire, quand quelqu'un, le toString de cette fonction, je vais retourner la valeur originale, bien que j'ai réécrit la fonction. Après, forcément, les entreprises anti-bots se sont mis à regarder, est-ce que le toString du toString avait été réécrit? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en JavaScript, la fonction a un toString, mais la classe fonction, on va dire, a elle-même un toString, et donc est-ce que celui-là a été aussi réécrit? Ils se sont mis à réécrire le toString du toString, jusqu'à un moment où on peut plus remonter dans la hiérarchie, échec et mat, mais après, du coup, il y a d'autres techniques qui sont arrivées, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre un peu comment un attaquant peut bloquer ça, pour détecter... et pas forcément d'un point de vue unicité, c'est plutôt comprendre que quelqu'un a forgé ses attributs. Mais est-ce que toi, du coup, il y a un paramètre que tu as réussi à choper, à utiliser, ou tu as réussi à faire un truc dont tu es fier ou pas? Après, je sais pas si tu peux dire des choses, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sont que tu peux pas divulguer aujourd'hui, mais... C'est ça, après, ouais, c'est toujours compliqué. Du coup, les choses un peu plus anciennes, alors je peux en parler, j'essaye de trouver quelque chose, mais c'est... Ouais, à la limite, on peut passer à une autre question si ça me revient à l'esprit. Ça marche. Il y a du coup aussi, t'évoquais un truc, c'est l'unicité dans le temps. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir garder cette notion. Et c'est que les gens sont quand même amenés à changer de machine. Comment est-ce qu'aujourd'hui on gère comment est-ce qu'on gère aujourd'hui cette notion d'unicité temporelle d'une empreinte? Du coup, je dirais, encore une fois, je pense que du coup, comme le fingerprinting a des fins de tracking, maintenant, c'est un peu limité. De toute façon, déjà, de base, l'empreinte est plus vraiment unique. Donc, dans tous les cas, voilà. Après, si on prend le cas, je sais pas, de fingerprinting pour vérifier que la personne qui se connecte est la même qu'avant, on peut décrire ça avec des modèles de machine learning et avoir des features, par exemple, ou des règles. Typiquement, une fonction, elle est censée être une version de navigateur, elle est censée être croissante dans le temps, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, qui avait un Chrome 109, à la limite qui arrive avec un Chrome 110, c'est plutôt cohérent. Mais qui arriverait avec un Chrome 106, ça commence à être un peu plus suspect, quoi. Après, il y a des attributs qu'on peut décrire. Est-ce que ces attributs, ça a du sens, qu'ils changent ou pas? Il y a des attributs comme le fuseau horaire, ils peuvent changer, mais à la limite...
Ça peut dépendre aussi d'autres paramètres. Peut-être qu'on s'attend à ce que ce soit corrélé avec l'IP qui est changé ou la langue, je sais pas. Donc voilà. Après, ça peut être étudié. Voilà, il y a des attributs. Enfin, les entreprises qui font ça ont des stats en fait pour comprendre un peu quels attributs changent, à quelle fréquence, et ça permet d'entraîner des modèles et savoir à quel point c'est probable que cet attribut change chez un humain et change de cette manière plutôt qu'une autre, quoi. Donc aujourd'hui, de ce que je comprends aussi de notre conversation, c'est que si on me demande encore de cliquer sur des photos pour vérifier que je suis un être humain, c'est qu'a priori, il y a un truc qui a changé dans mon empreinte qui tend à dire qu'il y a peut-être un truc bizarre, c'est ça ? Non, pas forcément. En fait, il y a beaucoup de sites qui utilisent reCAPTCHA comme seul moyen pour sécuriser en fait leur site. Oui, mais reCAPTCHA, du coup, il se base sur ce genre de technique, plus ou moins. Ouais, alors après, ça dépend parce qu'en gros, reCAPTCHA est configurable. On peut configurer des difficultés, en fait, forcer un mode un peu hardcore à chaque tentative de passage ou forcer un mode plutôt facile. Après, ça dépend vraiment des sites. Il y a des sites qui vont le déclencher un peu de manière pour tout le monde, pas de discrimination, genre je sais pas, à chaque création de compte, à chaque login, et d'autres qui vont plutôt le faire en utilisant, je sais pas, du rate limiting, en se disant au bout de X requêtes par IP, on déclenche la captcha. Au bout de, ou je sais pas, je suis un site qui opère en France, toutes les requêtes venant hors de France, je vais forcément les challenger avec une captcha. Donc en soi, la raison, enfin, si vous avez une captcha, je dirais la plupart du temps, ça dépend. Ça dépend vraiment de la politique du site. Après, nous, par exemple, chez Datadome, on monte des captchas, mais l'idée, c'est d'en montrer le moins possible. Donc en gros, notre stratégie, c'est vraiment d'utiliser le fingerprinting, le comportement, de monitorer tout ça en fait de manière invisible, et d'envoyer une captcha ou une page de blocage dans le cas où on pense que la personne est un bot. En fait, l'idée, c'est que voilà, les captchas, ça saoule tout le monde. Et puis en plus, c'est pas sécurisé. À la limite, on pourra en parler, mais ça sert. Les captchas traditionnels, style reCAPTCHA, ça protège pas du tout. Ça donne une sensation de sécurité, mais qui est pas, ce qui est pas le cas. Voilà, il y a vraiment différentes raisons. S'il y a un système anti-bot, souvent les systèmes anti-bot vont essayer de pas montrer de captcha aux humains. Par contre, des sites qui managent reCAPTCHA eux-mêmes, par exemple, eux, ça va vraiment dépendre de leurs propres critères, et il faut pas se dire que ça veut pas forcément dire que vous êtes un bot, c'est plutôt leur politique de montrer, je sais pas, toutes les IP VPN auront une captcha, quoi. Il y a un truc que je trouve je me suis trompé de bouton. Il y a un truc que je trouve marrant dans ce jeu de chat et de la souris que tu évoques, c'est qu'au final, c'est pas vraiment un jeu du chat et de la souris que vous avez dans le fingerprint, c'est plus un triangle amoureux, parce qu'en fait, toi, tu essayes d'identifier les gens au maximum, de les unifier, de les identifier pour t'assurer que c'est pas un bot. T'as les attaquants qui, eux, du coup, veulent réussir à passer au travers des mailles de ton filet. Et t'as un troisième acteur dans ton équation, c'est les fabricants, les éditeurs de browsers, qui, eux, ont tendance, on l'a vu, on en a parlé, de Safari, Chrome et compagnie, qui facilitent, entre guillemets, le travail des attaquants en rendant de plus en plus génériques les appels, mais qui le font aussi dans une optique de sécurité. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... Donc vous êtes trois un petit peu dans cette relation à vous courir les uns après les autres, à vous taper les uns sur les autres. Comment est-ce que tu navigues, toi, du coup, dans cette équation ? Alors il y a le côté, ils rendent, on va dire, plus unique, plus uniforme, on va dire, les empreintes, donc moins discriminantes, mais il y a aussi le côté, c'est vrai qu'ils fournissent même des outils, hein, si on pense à Headless Chrome, Puppeteer, ou même Playwright, qui est l'équivalent de Puppeteer chez Microsoft, ils fournissent des outils qui peuvent être, je sais très bien pourquoi ces outils existent, ça permet de faire des tests pour tester son site, on est tous contents d'avoir des sites qui fonctionnent, mais après, comme tout, ça peut être aussi utilisé à des fins plus malveillantes. Comment on gère ça ? De plus en plus, on s'implique avec eux. Donc, il y a des groupes de travail W3C, et même Google, discute avec les acteurs anti-fraude, les sites e-commerce, vraiment pour justement concilier en fait les besoins de chacun, parce que bien sûr que comme on l'a dit au début, ça peut être utilisé à des fins de tracking, mais il y a aussi des fins complètement légitimes. Et donc, l'idée c'est de discuter et de voir en gros le compromis auquel on peut arriver. Propose des choses, par exemple, comme le Privacy Access Token, qui permet, alors c'est pas particulièrement utilisé pour le moment, mais qui permet, par exemple, de délivrer, on va dire, un token qui atteste plus ou moins de l'authenticité de la personne. Alors c'est peut-être plus l'authenticité du device que de la personne, mais de dire ce device-là, c'est un vrai device Mac qui a été trusté par Apple, et donc du coup, on peut se dire que on peut avoir plus confiance probablement qu'autre chose. Bon.
Après, c'est pas une solution miracle parce que, je veux dire, déjà tous les devices ne supportent pas ça, donc on doit aussi supporter les autres devices. Les attaquants vont se faire passer pour les devices qui ne supportent pas et on peut pas bloquer tous les gens qui n'utilisent pas le dernier Mac parce que c'est pas tenable, quoi. Un dernier point aussi, alors ça date un peu, mais on en avait parlé lors de la préparation. Moi, il y a 10 ans, quand je découvrais ce sujet-là, à l'époque, Google, en tout cas, bossait beaucoup sur le sujet et ils avaient aussi, même eux, franchi le step de réussir à identifier la personne qui est derrière un appareil. Parce que alors, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, en 2023, mais en tout cas, vers 2010, il y avait ce sujet-là que tu peux avoir un appareil, un ordinateur qui était partagé par 2, 3, 4, 5 personnes au sein d'un foyer. Et eux, du coup, cherchaient en fait à identifier, sans que la personne ait besoin de s'identifier sur le navigateur, savoir qui dans le foyer est en train d'utiliser une machine. Ça, du coup, on rentre dans la notion de fingerprinting et du coup, on est vraiment sur des données du coup comportementales là. Là, je dirais plutôt, oui, c'est vrai que c'est plutôt des features comportementales. En gros, la manière d'interagir avec le site, peut-être même les thématiques des sites visités, l'horaire de la journée. Bon, là, j'évoque ce que j'utiliserais. Il y a quelques articles qui avaient été écrits sur le sujet à l'époque. Et je pense, voilà, l'idée, c'est vraiment, étant donné, on va dire, un device, on sait qu'il y a un pool de 4 personnes derrière, comment on peut essayer de les discriminer. Je pense que c'est plutôt des features comportementales ou contextuelles, du coup. Mais on est, du coup, encore dans cette notion de fingerprinting où on commence à en sortir un peu. Pas, ça dépend si on est puriste ou pas. Je suis un peu moins puriste en fait parce que dans la vraie vie, faut partir du principe que quand des entreprises veulent vous traquer, elles vont pas être là. J'utilise que du fingerprinting. Pareil, quand on fait de la sécurité, l'idée c'est d'avoir la meilleure sécurité possible. L'idée c'est pas de se dire je veux rentrer dans une case. Donc souvent ils vont utiliser du fingerprinting, l'adresse IP qui était toujours exclue, on va dire, dans les articles de recherche sur le fingerprinting. Alors qu'en soi l'adresse IP, c'est quand même bien pratique. Voilà. Donc le comportement aussi, c'est des features intéressantes. Donc, moi je dirais oui. Et je pense que la plupart, maintenant, oui, la partie comportementale, je pense qu'on peut la faire entrer dans le fingerprinting. C'est un composant important. Ce que je retiens en tout cas de cette... Alors, c'est pas la seule chose que je retiens, mais ce que j'ai trouvé intéressant comme apprentissage dans cet épisode, c'est que tu vois, moi je pensais que le user agent, par exemple, et l'IP, c'est des informations qu'on prend pas en compte dans le fingerprinting parce qu'en fait, c'est trop facilement modifiable. Et de ce que je comprends, en fait, au contraire, on le prend en compte pour voir s'il y a des disparités avec d'autres éléments auxquels on pense pas forcément, qu'on pense pas forcément à modifier. Pour moi, le user agent, c'est vraiment clé. C'est un peu ma manière de voir les choses. En tout cas, d'un point de vue fraude, c'est pas, je m'en fous de la valeur du user agent en tant que tel. C'est le premier truc que les attaquants vont forger. Mais par contre, ils vont le forger, mais le user agent pour moi c'est un peu ok, tu prétends être Chrome sur Mac, très bien, maintenant j'ai 100 signaux et ces 100 signaux ils doivent être d'accord avec qui tu prétends être. Tu prétends être un Chrome sur Mac, et dans ce cas là il faut que tu aies la bonne carte graphique, il faut que tu aies la bonne résolution d'écran, il faut que la barre des tâches ce soit pas celle tu vois, d'un Windows, etc. Et dans ce cas là et je vais vérifier que tu es bien qui tu prétends être. Pareil sur l'empreinte TLS, donc typiquement quand on établit une connexion HTTPS, on va envoyer des métadonnées sur les algos de chiffrement, etc. Est-ce que tu as bien ceux d'un Mac, ou est-ce que tu as ceux d'un script Python par exemple, ou en tout cas est-ce que tu n'as pas ceux que les Mac ont. Et donc du coup c'est assez central. Après bien sûr il y a plein d'autres tests qui se basent même pas sur le user agent, par exemple, qui vont vérifier est-ce que je sais pas, telle fonction a été réécrite, peu importe que ce soit Chrome ou autre chose, dans tous les cas c'est pas normal. Et après, l'adresse IP, alors c'est un grand débat. Alors, est-ce que l'adresse IP est utile ? Moi, je continue à dire que oui, c'est très utile. Bien sûr, plusieurs utilisateurs peuvent être derrière une même IP. Bien sûr, un attaquant peut changer d'IP. Mais contrairement à plein de choses, changer d'adresse IP, c'est un coût. Il faut payer des proxys. Ces proxys sont potentiellement utilisés par d'autres attaquants. Donc en fait, c'est pas parfait, de toute façon il n'y a aucun signal parfait. Mais forcer l'attaquant par exemple à changer d'adresse IP pour faire son attaque, peut-être que l'autre IP a été utilisée récemment à des fins malicieuses et donc c'est un signal qu'on peut prendre en compte. On force aussi l'attaquant à régénérer une session, peut-être à reprendre son processus d'attaque depuis le début pour avoir l'air cohérent, parce que si l'attaque commence à faire un add to cart sur une nouvelle IP et que c'est la première requête, c'est aussi un signal qu'on peut prendre en compte. Donc il n'y a rien d'infaillible, mais en tout cas c'est un ensemble de faisceaux qui pointent... Qui force, c'est des points qu'on peut corréler les uns avec les autres pour vérifier que la personne a un comportement cohérent, un device cohérent, n'a rien changé d'anormal en tout cas. Ouais.
Canon. Merci beaucoup Antoine pour cette discussion. Je t'en prie. Et avant de terminer, j'ai 2 questions rituelles pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast IFTTD. La première, c'est est-ce qu'il y a une ressource, un contenu que tu aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs? Alors, c'est un blog en anglais qui s'appelle nulpt.rs et qui parle beaucoup d'antibots, de fraude, de reverse engineering. Et ils ont publié quelques articles sur du reverse engineering, de scripts assez offusqués. Je trouve que c'est assez intéressant parce que, encore une fois, quand on collecte des signaux client-side, on sait qu'ils peuvent être modifiés, on n'est pas naïf, mais l'idée c'est de rendre la tâche plus compliquée, plus coûteuse pour les attaquants. Donc c'est un aspect assez intéressant de la partie anti-fraude. Ok. Nulpt.rs? Ouais, alors je vais... RS, c'est .rs, c'est l'extension ou c'est un... Parce que le .rs, c'est où? .rs, c'est nulpt.rs. Je sais pas, c'est peut-être Republic of Serbia. J'invente un peu à la volée, mais c'est bien .rs. Okay. Nulpt comme null pointer. Je connaissais pas l'extension .rs, donc si quelqu'un dans le chat connaît et peut nous donner la réponse, ce sera avec plaisir. Et dernière question, qui est la question effectivement la plus ancienne du podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace. Plutôt espace. Eh ben top. Merci beaucoup Antoine pour cette discussion. Au revoir. Et merci à tous donc effectivement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a appris, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de me replonger dans cette histoire de Fingerprint, qui est un truc que j'ai toujours trouvé assez fascinant. Je pourrais arrêter de faire peur aux gens en leur expliquant que le cookie sert plus à rien et qu'on les identifie de manière beaucoup plus facile autrement. Donc ça permet toujours de se corriger là-dessus. J'aimerais faire aussi 2 remerciements à Richard qui a mis un commentaire hyper sympa sur Podcast Addict. Oui, c'est ça. Sur le podcast qui met toujours en valeur le travail des devs sans les enfermer dans leur stack. Et ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup, Richard, pour ce commentaire. Et merci beaucoup à Antoine aussi pour son tweet à propos de l'épisode avec Marine, qui effectivement était un épisode top, passionnant. Marine, qui est CTO et qui nous expliquait comment gérer quand on est CTO dans une boîte dont le CEO n'est pas tech du tout. Donc c'était un épisode très, très sympa et très intéressant. Donc merci à tous. Et on me dit... on me met dans le chat. Merci beaucoup Will de mettre dans le chat le lien vers nulpt.rs. Donc voilà, si vous êtes sur Twitch, vous avez du coup le lien qui est déjà disponible. Donc merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là... Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.